Vous vous souvenez de Rosie, le robot dans les Jetsons? Ah oui, bien sûr. En 1962, on imaginait ça. Des voitures volantes et une bonne botte robot qui, franchement, avait plus de bon sens que toute la famille réunie. Elle pouvait tout faire, c'était ça qui était incroyable. Exactement. Le ménage, la conversation, une intelligence quasi humaine. Aujourd'hui, bon, on a les montres connectées, les appels en visio. Tout ça, la série l'avait prédit. C'est vrai. Mais un robot capable de juste charger un lave-vaisselle sans faire une catastrophe, on attend toujours. Ça paraît simple, mais pour une IA, c'est un casse-tête monumental. C'est tout le paradoxe. Vraiment, on a des IA qui battent les meilleurs joueurs du monde aux échecs, au Go, Qui rédige des dissertations? qui réussissent l'examen du barreau avec des scores qui humilient 90% des humains. Et pourtant, cette même IA, si tu lui demandes si elle peut attraper une balle lancée à 30 mètres au-dessus de sa tête, Elle va répondre oui, sans problème. voilà, elle n'a aucune intuition du monde physique. Du coup, la grande question c'est, est-ce qu'on est à deux doigts de l'intelligence artificielle générale ou est-ce qu'on est juste au début d'un chemin beaucoup, beaucoup plus long qu'on l'imagine? C'est exactement la question qu'on va explorer aujourd'hui. Et pour ça, on va se plonger dans les extraits du livre A Brief History of Intelligence. L'idée, c'est de faire le chemin inverse. Mhm. Au lieu de regarder vers le futur, on va remonter le temps pour comprendre comment notre intelligence à nous, l'intelligence biologique, s'est construite. En comprenant ces grandes étapes, on verra peut-être un peu mieux ce qui manque à nos IA. Et avant de commencer ce voyage, il faut peut-être mettre au clair une vieille idée reçue qui a la vie dure. Laquelle? Celle du cerveau reptilien. Ah, le cerveau en 3 couches, le millefeuille cérébral. C'est ça. L'image d'Épinal, quoi. Un noyau reptilien pour les instincts, une couche limbique par-dessus pour les émotions, et le néocortex, la cerise sur le gâteau, pour la raison. C'est simple, c'est séduisant, mais c'est complètement faux. C'est une image tellement populaire, c'est presque difficile de s'en défaire. Alors si c'est pas des couches qui s'empilent, comment ça marche? Faut imaginer ça comme une rénovation perpétuelle. L'évolution, elle ajoute pas de nouvelles pièces à la maison, elle réagence sans arrêt les pièces qui existent déjà. Les instincts, les émotions, la cognition, c'est pas des modules séparés. Tout a évolué ensemble, tout est interconnecté. D'accord. Du coup, l'approche du livre, c'est pas de regarder les structures, mais les grandes capacités qui sont apparues. 5 avancées majeures qui ont tout changé. Ok, donc on oublie les poupées russes et on suit une feuille de route en 5 étapes. Ça me va. Alors, commençons par le tout début, la base de tout. Comment un organisme commence à penser? Tout commence par le mouvement. La première avancée, c'est la capacité de se diriger. Le simple fait de pouvoir bouger. Il faut imaginer le saut évolutif énorme entre un corail qui est fixé au sol et qui attend que la nourriture passe, et, disons, un petit ver nématode qui peut bouger. Pour que le mouvement ait un sens, il faut pouvoir décider. Aller à gauche plutôt qu'à droite, c'est la naissance de la navigation. Et pour naviguer, il faut une sorte de GPS interne, non? Un système qui dit par là c'est bien et par là c'est nul. Exactement. C'est ce que le livre appelle la valence. C'est le logiciel le plus basique de la prise de décision. Le monde est divisé en 2 catégories. Les choses bonnes qu'il faut approcher, La nourriture, la chaleur. voilà, et les choses mauvaises qu'il faut éviter. Les prédateurs, les toxines. Le ver, il n'a pas besoin de comprendre la chimie du sucre, il a juste besoin de savoir que l'odeur a une valence positive. Attends, c'est fascinant parce que ça me fait penser à mon aspirateur robot, le Roomba. Ah, mais c'est une excellente analogie. Il se cogne un peu partout, mais il sait qu'il doit éviter les escaliers et qu'il doit retourner à sa base quand il a faim. C'est une forme d'intelligence primitive, ça. C'est un modèle parfait de cette première étape. Le Roomba, il est bilatéral, il avance et il tourne, et il fonctionne sur la valence. Les obstacles, c'est mauvais, sa station de charge, c'est bon. Mais seulement quand sa batterie est faible. Précisément. Son comportement dépend de son état interne. Et ça mène déjà à des calculs étonnamment complexes. Comment ça? Complexe. Pense à un compromis. On prend un nématode qui a faim. On met de la nourriture derrière une petite barrière de cuivre, un métal qu'il déteste et qu'il évite normalement. D'accord. S'il a vraiment faim, il va traverser la barrière. La valence bonne de la bouffe l'emporte sur la valence mauvaise du cuivre. Mais si on fait la même expérience quand il est rassasié, il ne fera pas l'effort. Son état interne a changé le résultat du calcul? C'est le début du jugement, en quelque sorte? C'est exactement ça.
D'accord, donc on a des organismes qui peuvent se diriger vers ce qui est bon pour eux, mais comment ils apprennent à faire des choses de plus en plus complexes pour obtenir ces bonnes choses? C'est une chose de sentir le sucre, c'en est une autre d'apprendre à ouvrir un bocal pour l'atteindre. Tu mets le doigt sur la deuxième grande avancée, le renforcement. L'idée de base vient des expériences d'Edward Thorndike à la fin du 19e siècle. Les fameuses boîtes à puzzle avec les chats? C'est ça, il mettait des chats affamés dans des boîtes. Pour sortir et avoir du poisson, le chat devait actionner un levier ou tirer sur une corde. Au début, le chat panique, il fait n'importe quoi. Puis, par hasard, il trouve le mécanisme. La porte s'ouvre, récompense. Et au fur et à mesure, il devient de plus en plus rapide. Voilà, il a appris par essai et erreur. C'est la base de l'apprentissage par renforcement. Mais ça soulève une question qui me semble insoluble, surtout pour une machine. Si on gagne une partie d'échecs en 50 coups, quel est le coup qu'il faut récompenser? Le dernier? Oui. Celui du début qui a mis la pression? C'est le défi majeur. Comment la machine peut savoir quelle action a vraiment mené à la victoire? C'est le problème de l'attribution du crédit dans le temps. Exactement. Et la solution, elle est venue de l'IA, avant même qu'on la découvre dans le cerveau. Un chercheur, Richard Sutton, a eu une idée de génie. L'apprentissage par différence temporelle. C'est-à-dire? L'idée, ce n'est pas de récompenser le résultat final, mais de récompenser chaque action qui mène à une amélioration de l'attente. C'est ce sentiment aux échecs quand tu joues un coup et que tu réalises d'un coup « Ah, là je suis en bien meilleure position, mes chances de gagner viennent de monter en flèche. On ne récompense pas la victoire, mais l'espoir de la victoire. » C'est ça, le moment « Ah ah !» Alors là, je suis bluffé. Parce que toute ma vie, j'ai cru que la dopamine, c'était la molécule du plaisir, la récompense elle-même. Mais si je te suis bien, c'est en fait le signal qui dit « Attention, t'es sur la bonne voie » ou non, là, tu t'es planté. C'est exactement ça. La dopamine, ce n'est pas une molécule de plaisir. C'est une molécule d'erreur de prédiction de récompense. Les expériences de Wolfram Schultz sur les singes sont incroyablement parlantes là-dessus. Raconte. Au début, on donne du jus de fruits à un singe, et ses neurones à dopamine s'activent. C'est la récompense. Simple. Mais si, après quelques répétitions, on fait précéder le jus par un son, Ah oui, je vois où tu veux en venir. au moment du jus, mais au moment du son, c'est le signal qui prédit la récompense qui devient la nouvelle récompense. Et le pire, S'il y a le son, mais pas le jus. le niveau de dopamine s'effondre. C'est le signal attente déçue. Et c'est ça qui nous pousse à ajuster notre comportement. C'est le moteur de l'apprentissage. D'accord, donc on a des animaux qui peuvent naviguer et apprendre de leur succès passé. Mais il y a un saut énorme entre ça et, disons, un loup qui planifie une chasse en anticipant les mouvements de sa proie. Qu'est-ce qui a permis ce bond en avant? C'est la troisième avancée agissant de la simulation. Avec les premiers mammifères, on voit apparaître le néocortex. Et le néocortex, c'est pas juste une machine à reconnaître des formes plus performantes. C'est une véritable machine à prédire le monde. Il construit en permanence un modèle interne de la réalité, une simulation qui tourne en tâche de fond. Donne-moi un exemple concret de cette simulation en action. Les illusions d'optique sont la meilleure démonstration. Le canard-lapin. Par exemple, on peut voir un canard ou on peut voir un lapin, mais on peut jamais voir les deux en même temps. Le cerveau est obligé de choisir une interprétation, une seule prédiction cohérente de la réalité. C'est vrai. Ou ces images faites de taches noires et blanches. Au début, on voit rien, c'est juste du bruit. Et puis soudain, notre cerveau trouve une solution et on voit. Une grenouille ou un visage. Une fois qu'on l'a vu, impossible de ne plus le voir. Exactement. Le cerveau a mis à jour son modèle et il s'y accroche. Il ne se contente pas de voir, il interprète, il prédit ce que l'image devrait représenter. Et j'imagine que cette capacité à simuler le monde ne sert pas qu'à regarder des illusions d'optique. Bien sûr que non. C'est une révolution. Ça permet la planification. Si je fais ça, alors il se passera ça. Ça permet la mémoire épisodique, le fait de pouvoir rejouer un souvenir dans sa tête. Ah oui. Et surtout, ça permet l'apprentissage contrefactuel. La dernière fois, j'ai fait ça et ça a mal tourné. Et si, à la place, j'avais fait autrement? On peut apprendre de ses erreurs sans avoir à les refaire physiquement, juste en les simulant mentalement. C'est la différence entre un apprentissage par réflexe et un apprentissage basé sur un modèle. C'est une chose de modéliser le monde physique, de simuler la trajectoire d'une proie. Mais la vie des mammifères, et surtout des primates, est devenue incroyablement sociale. Comprendre les autres, c'est un tout autre niveau de complexité. Et c'est la quatrième avancée, la mentalisation. Vivre dans de grands groupes sociaux a créé une pression évolutive immense. C'est devenu une sorte de
course à l'armement pour la sagacité politique. Une course à l'armement. Oui. Pour survivre, trouver de la nourriture et se reproduire, il ne suffisait plus de comprendre le monde, il fallait comprendre ce qu'il y avait dans la tête des autres. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La capacité de comprendre que les autres ont leurs propres intentions, désirs et croyances qui peuvent être différentes des nôtres. Précisément. C'est la capacité de construire une simulation non plus du monde, mais de l'esprit d'un autre. Les exemples chez les primates sont stupéfiants. Comme l'histoire de cette chimpanzé, Belle. Exactement, observé par le primatologue Émile Menzel. Quand on lui montrait où de la nourriture était cachée, au début elle poussait des cris de joie et tout le groupe accourait. Mais le mâle dominant, Rock, arrivait et prenait tout. Classique. Après quelques expériences de ce genre, Belle a compris, elle a arrêté de crier, elle a même développé des stratégies pour détourner l'attention de Rock en l'envoyant dans la mauvaise direction. Elle modélisait ce que Rock savait, ou plutôt ce qu'il ne savait pas. C'est incroyable, hein. On voit ça tous les jours avec les enfants, cette capacité à comprendre que papa ne veut pas donner un bonbon, alors que mamie ne peut pas l'atteindre sur l'étagère. C'est exactement la même logique. Une autre expérience a montré que les singes distinguent parfaitement un expérimentateur qui est incapable de leur donner de la nourriture, Il a fait tomber par maladresse, par exemple. et voilà, d'un autre qui refuse de la leur donner. Ils la gardent pour lui. Ils vont insister beaucoup plus auprès de la personne incapable parce qu'ils ont compris son intention. Ils ne lisent pas seulement le comportement, ils lisent l'état mental derrière. Fascinant. Et cette capacité permet aussi d'anticiper ses propres états futurs. Un singe peut choisir une petite récompense immédiate plutôt qu'une grande récompense plus tard. Mais si on lui donne le choix entre une petite friandise maintenant ou l'accès à de l'eau dans 1 heure, il choisira l'eau, même s'il n'a pas soif à ce moment-là. Il se projette dans son moi futur qui aura soif. Voilà. D'accord. On peut donc modéliser l'esprit des autres. Mais comment on fait pour partager efficacement ce qui se passe dans notre propre esprit, notre propre simulation? Ça me semble être le super pouvoir ultime. Et c'est la 5e et dernière avancée, celle qui semble la plus humaine, le langage. Le livre propose une définition très puissante de ça. Qui est? La fonction principale du langage n'est pas de communiquer des faits, mais de transférer une simulation mentale détaillée d'un esprit à un autre. Quand je te raconte une histoire, j'utilise des mots pour essayer de reconstruire dans ta tête la simulation qui se déroule dans la mienne. Mais qu'est-ce qui a permis cette explosion du langage chez nous et pas chez les autres primates? On sait que les zones du cerveau liées au langage, comme Broca et Wernicke, ne sont pas exclusives aux humains. La surprise, c'est que l'innovation n'est pas matérielle, elle n'est pas dans une nouvelle structure cérébrale, elle est logicielle. C'est un programme d'apprentissage inné chez les bébés humains. Un programme inné. Oui, qui repose sur 2 piliers. Les proto-conversations, ces échanges de gazouillis entre un parent et son bébé, qui apprennent le tour de rôle, et surtout l'attention conjointe. Quand un bébé pointe un objet du doigt. Exactement. Il ne dit pas seulement « regarde ça », il vérifie que tu regardes la même chose que lui. C'est ce besoin de s'assurer que nos simulations internes sont synchronisées qui ancre les mots à la réalité. Un mot, c'est pas juste une étiquette, c'est un pointeur vers un concept qu'on partage dans nos simulations du monde. Et une fois que ce système est en place, les possibilités deviennent infinies. Le savoir n'est plus limité à un seul cerveau. C'est la naissance de la culture cumulative, le cerveau ruche. Les idées peuvent s'accumuler, être améliorées et transmises de génération en génération. C'est pour ça qu'une espèce comme Homo floresiensis, qui avait un cerveau de la taille de celui d'un chimpanzé, était capable de fabriquer des outils en pierre complexes. Son intelligence ne résidait pas seulement dans son crâne. Mais dans le savoir collectif de son groupe, transmis par le langage. Ce qui nous ramène, après ce long voyage, à notre point de départ. L'intelligence artificielle. Si on regarde ChatGPT et les autres grands modèles de langage, ils maîtrisent le langage à un niveau stupéfiant. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, on sent bien qu'il leur manque quelque chose. À la lumière de ces 5 avancées, qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche, c'est qu'ils ont la 5e avancée, le langage, mais presque aucune des 4 précédentes. Ah oui, vu comme ça. Un LLM comme ChatGPT, ça fonctionne en prédisant le mot suivant le plus probable. Sur la base des milliards de pages de texte qu'il a lus, c'est un maître absolu des motifs statistiques du langage, mais il n'a pas de corps, pas d'état interne de faim, pas de système de récompense basé sur la dopamine, et surtout, pas de simulation interne du monde. C'est pour ça que les premières versions disaient des bêtises pleines de bon sens. Si on lui disait « je suis dans ma cave sans fenêtre », « je lève la tête et je vois », il pouvait compléter avec
Une étoile. Exactement, parce que statistiquement, ciel et étoile sont souvent associés. Il ne simulait pas la situation d'être dans une pièce fermée. Il imite la forme sans avoir le fond. Et GPT-4 s'est amélioré, mais comment? Pas parce qu'on lui a greffé une simulation du monde, mais parce qu'on l'a entraîné spécifiquement sur des problèmes de raisonnement. On lui a appris à réfléchir à voix haute, à décomposer un problème en étapes. Il imite les traces écrites du raisonnement humain qu'il a trouvé sur Internet. Sans pour autant effectuer le raisonnement lui-même dans un modèle du monde. C'est ça. C'est une idée vertigineuse. Pour nous, le langage est une sorte d'interface, une fenêtre sur notre simulation interne pour la partager avec les autres. Pour les IA actuelles, le langage, c'est tout ce qu'il y a. Elle voit le monde à travers le reflet de nos conversations, sans jamais l'avoir touché. Pour résumer, ces 5 étapes se diriger grâce à la valence, apprendre par renforcement, simuler le monde, modéliser les autres esprits et partager ces simulations par le langage sont vraiment les piliers sur lesquels notre intelligence est construite. Chaque étape débloque la suivante. Les IA actuelles, elles, ont commencé par la fin, avec le langage, et essayent maintenant tant bien que mal de remonter le fil. Après tout ça, une question me vient. Le livre suggère que la 6e avancée pourrait être une super intelligence artificielle, libérée de nos contraintes biologiques. La question qui me taraude, c'est pas de savoir quand ça arrivera, mais comment. Pour construire une véritable intelligence, est-ce qu'on est condamné à devoir recréer, dans le silicium, ces 5 mêmes étapes, dans le même ordre? Ou est-ce que l'IA pourrait découvrir une voie complètement différente vers l'intelligence humaine? Un chemin que l'évolution, par hasard, n'a tout simplement jamais emprunté.